Voici le thème 3 de notre programme de sciences économiques et sociales. Il porte sur l'économie du développement durable. Plus particulièrement, nous allons nous demander si la croissance économique est compatible avec la préservation de l'environnement. Le mode de vie américain n'est pas négociable, affirmait il y a 25 ans de cela George Bush père pour refuser la signature du protocole de Kyoto. C'est pourtant ce mode de vie, l'American Way of Life, qui a servi de modèle au monde entier durant tout le XXe siècle. Mais aujourd'hui, il est devenu incompatible avec les grands équilibres écologiques de la planète. Il est urgent de repenser notre mode de production et de consommation pour pouvoir préserver notre planète. Nous allons répondre à la question. Dans ce chapitre, on va se demander si la croissance économique et la préservation de l'environnement sont deux notions compatibles. Au-delà de son efficacité économique, une nation doit rechercher le bien-être de ses habitants. C'est pourquoi certains économistes se sont interrogés sur les limites écologiques de la croissance. Nous allons voir en quoi cette croissance pénalise notre environnement, en quoi finalement la croissance a des limites écologiques. Je vous rappelle que la croissance est l'augmentation soutenue pendant une longue période de la production d'un pays. Généralement, on la mesure par un indicateur économique, le PIB, qui est la somme des valeurs ajoutées. Nous l'avons vu déjà dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Cette croissance, cette production de richesse, a-t-elle des effets sur l'environnement ? L'environnement, c'est un bien commun, c'est-à-dire un bien qui n'appartient à personne et qu'il est donc possible d'utiliser sans payer. Depuis le milieu des années 90, le réchauffement climatique occupe le premier rang des inquiétudes concernant ce bien commun qu'est l'environnement, et nous allons voir les ravages que la croissance intensive a produits sur ce dernier. Nous allons en synthétiser les grandes inquiétudes, mais il y a beaucoup d'autres problèmes que nous ne soulèverons pas ici. Premier problème abordé, le changement climatique. Le changement climatique s'est accéléré au cours du XXe et particulièrement du XXIe siècle. La température moyenne de la planète a augmenté de 0,7 degrés Celsius au cours du XXe siècle et cela a provoqué la montée des eaux et une accentuation de l'activité cyclonique. La responsabilité des activités humaines et des gaz à effet de serre fait de moins en moins de doute, même si il subsiste certains climato-sceptiques qui remettent en doute cette évidence. D'ici à 2100, si les choses ne changent pas, la température pourrait augmenter de 1,8 à 4 degrés, provoquant une montée des eaux de 18 à 59 cm, et avec cette montée des eaux, la migration de millions de personnes que l'on appelle les réfugiés climatiques. Deuxième problème, le productivisme. Il épuise nos ressources naturelles. En 2050, il faudra nourrir 9,2 milliards de personnes. Mais à force de cultiver de façon trop intensive nos sols, à force d'urbanisation incontrôlée et d'utilisation des sols arables, c'est-à-dire des terres cultivables pour fabriquer des agrocarburants, les terres sont de moins en moins fertiles. Les ressources halieutiques, c'est-à-dire celles de la mer, se raréfient. La pêche intensive et la pollution des mers pourraient priver à terme une large part de l'humanité de ses ressources alimentaires de base. Troisième problème, la pénurie d'eau. La pénurie d'eau s'aggrave depuis le XXe et particulièrement le XXIe siècle. Les activités humaines puisent de plus en plus dans les nappes phréatiques et les sources d'eau potable s'amenuisent. D'ici à 2025, environ 1,8 milliard de personnes devraient souffrir de pénurie d'eau. La déforestation progresse toujours. La situation est dramatique en Amérique du Sud et en Afrique. La forêt s'éteint à un rythme très rapide. Or, les arbres absorbent naturellement une grande partie du CO2 que les activités des hommes rejettent. Il s'agit donc d'un réel enjeu climatique. La biodiversité est compromise. Chaque année, entre 17 000 et 100 000 espèces disparaissent de la planète.
Ce chiffre hallucinant nous est donné par le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Une majorité de biologistes considèrent que la Terre avance à grands pas vers la 6e crise d'extinction massive des espèces, une crise comparable à celle de l'extinction des dinosaures. La préservation de la biodiversité est cependant une condition indispensable à la survie de l'homme. Son alimentation dépend du bon fonctionnement des écosystèmes. Nous avons déjà souvent parlé de l'extinction des abeilles, c'en est un des symptômes le plus visible et le plus apparent. Des produits toxiques sont de plus en plus nombreux. Insecticides, métaux lourds comme le plomb, le mercure, le plastique, ils imprègnent les écosystèmes et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Toxiques à faible dose, ils ont des effets cancérigènes, alternent la fertilité et perturbent les systèmes nerveux et immunitaires. Ce sont les fameux perturbateurs endocriniens dont vous avez sûrement entendu parler. Face à ces réelles menaces qui pèsent sur la survie de l'homme, la notion de développement durable s'est imposée d'elle-même. La notion de développement durable apparaît pour la première fois en 1987 dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, dit rapport Brundtland. Le développement durable, pour rappel, c'est le développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Pour les défenseurs de cette notion, il est possible de concilier croissance et développement, mais sous condition du respect de 3 dimensions du développement durable. La première dimension est le volet environnemental, c'est-à-dire préserver l'environnement, la diversité, la biodiversité des espèces et les ressources naturelles. La deuxième dimension est le volet social, c'est-à-dire satisfaire les besoins de santé, d'éducation, mais aussi lutter contre l'exclusion sociale. Et la troisième dimension est un volet économique, c'est-à-dire il faut continuer à créer des richesses qui permettent d'améliorer les conditions de vie. Cependant, il n'est pas toujours facile d'appliquer ces politiques environnementales. Les consommateurs ne sont pas toujours prêts à modifier leur comportement. Il faudrait les habituer à consommer moins ou consommer autrement et finalement accepter que la consommation ne soit plus au centre de la vie sociale. Il faut également être prêt à réduire le niveau de vie, c'est-à-dire augmenter les taxes qui vont peser particulièrement sur les produits polluants, le pétrole par exemple. De même, les entreprises n'ont pas toujours intégré leurs responsabilités sociales et environnementales. Pour elles, ça représente un coût de produire vert, de produire sans polluer, et donc ça ruinerait leur compétitivité. Nous sommes donc devant un dilemme: comment continuer à produire sans remettre en cause notre développement et notre planète? À cela, il y a plusieurs sortes de réponses. Les économistes se sont interrogés et leur réponse, la voici. Tout d'abord, revenons sur la diversité des capitaux. Les économistes considèrent que la croissance et le développement sont associés à 4 formes de capital. Nous en avons déjà abordé le principe dans le chapitre 1 à propos de la croissance endogène. Ces quatre formes de capital sont, dans un premier temps, le capital physique. Il représente l'ensemble des biens de production, comme les bâtiments, les machines, auxquels s'ajoute également le capital circulant, à savoir les matières premières et les stocks. Deuxième forme de capital, le capital humain. C'est l'ensemble des capacités intellectuelles et physiques acquis par les travailleurs au travers de l'éducation, de leur expérience et de leur apprentissage. Les dépenses d'éducation et de formation sont considérées comme des investissements en capital humain. Troisième forme de capital, le capital social et institutionnel. Il constitue l'ensemble des réglementations, des normes, des valeurs, des institutions qui vont permettre d'accroître la confiance et qui vont favoriser le lien social. Et enfin, dernière forme de capital, le capital naturel, qui représente l'ensemble des ressources naturelles, des écosystèmes, de la biodiversité. Elles peuvent être renouvelables ou non, ces ressources. L'objectif du développement durable
c'est donc de maintenir, voire d'augmenter si c'est possible, ces formes de capital, et se pose alors le problème de la soutenabilité, de la durabilité de ce capital. La soutenabilité, nous allons la définir comme étant la situation dans laquelle le niveau de bien-être peut être maintenu pour les générations futures. Peut-on continuer à produire sans compromettre l'existence de ces 4 formes de capital? À cette question, il y a 2 grands types de réponses. La première nous est donnée par les partisans de la soutenabilité faible. Ils considèrent que les capitaux que nous venons d'aborder sont substituables. Pour eux, la destruction d'une des formes de capital, partiellement, peut être compensée par une autre forme de capital. C'est-à-dire qu'ils peuvent être remplacés les uns par les autres. En clair, si les générations actuelles puisent dans les ressources naturelles, elles compenseront par l'augmentation d'une autre forme de capital. Si par exemple la nature est endommagée, si par exemple les abeilles disparaissent, eh bien les hommes vont pouvoir, par le progrès technique, remplacer ces dernières. Pour les partisans de cette théorie, le progrès technique est une réponse aux problèmes environnementaux. Au fur et à mesure que le progrès technique se développe, les solutions techniques apparaîtront pour résoudre les dégâts provoqués sur l'environnement. Si nous n'avons plus de pétrole, nous trouverons une autre forme d'énergie qui le remplacera. Le progrès technique semble donc être la solution à la destruction de la nature. Deuxième théorie, deuxième idée, deuxième position, la soutenabilité forte. Les capitaux ne sont pas substituables. Au contraire, pour les théoriciens de la soutenabilité forte, on considère que la destruction de la nature est irrémédiable, que lorsque une ressource naturelle est détruite, le progrès technique ne peut pas la remplacer. Les capitaux ne sont pas substituables, ils sont complémentaires. Pour eux, le progrès technique est un danger. On ne mesure pas à long terme ses effets sur l'humanité. On peut très bien, par exemple, concevoir des céréales OGM, des organismes génétiquement modifiés. Ils vont être capables effectivement de combattre les maladies des céréales, mais nous ne connaissons pas leurs effets à long terme. Nous ne savons pas si ces OGM seront pour l'homme bénéfiques ou au contraire provoqueront des maladies. Il faut donc non pas compter sur le progrès technique, mais au contraire revoir notre façon de consommer moins, ce sont les partisans de la décroissance, et consommer mieux, ce sont par exemple les partisans de la démondialisation. Il n'est pas toujours logique d'aller produire à l'autre bout du monde ce que l'on pourrait produire sur notre territoire. Dans cette théorie, le progrès technique, ce n'est donc pas la solution. Il ne faut donc pas compter sur le capital technique pour remplacer le capital naturel. Nous voyons donc 2 grandes oppositions. La soutenabilité faible, les capitaux sont substituables. À la destruction du capital naturel répondra le capital technique, c'est-à-dire le progrès technique. Et d'autres soutiennent au contraire que ces 4 formes de capital ne sont pas substituables, qu'ils ne sont pas remplaçables l'un par l'autre. Le progrès technique est considéré comme un danger et non pas comme une solution. À ces 2 voies s'ajoute une 3e voie originale, celle d'Eleanor Ostrom. Eleanor Ostrom est une économiste américaine décédée en 2012. Elle a obtenu le prix Nobel d'économie avec Olivier Ullianson en 2009. Sa vision est originale dans le sens où elle va démontrer comment les biens communs peuvent être efficacement gérés par les consommateurs eux-mêmes, par les utilisagers eux-mêmes.
L'idée, c'est une cogestion coopérative des biens communs. Prenons un exemple très simple. Imaginons une forêt. Si nous confions l'exploitation de la forêt à une entreprise ou même à un État, il y a fort à parier que cela pousse à une surexploitation. On voudra en exploiter un maximum les ressources et donc, à terme, cela conduit à sa destruction. Au contraire, si l'on confie cette forêt aux habitants aux alentours ou aux personnes qui en ont un intérêt, il y a fort à parier qu'elles organiseront elles-mêmes correctement son exploitation, elles la géreront, la répartiront et l'entretiendront pour faire en sorte que leur leur bien commun soit préservé. Et donc, dans cette troisième voie, on mise sur la coopération, la cogestion. C'est une voie originale, il n'est pas question de remplacer l'un par l'autre, mais tout simplement de confier aux individus l'exploitation et la sauvegarde des ressources naturelles. Il va sans dire que cette vision est imaginable pour des petites ressources. Il est plus difficile de l'imaginer pour des ressources importantes, mais elle a le mérite d'être originale. Alors comment mesurer cette soutenabilité? Est-il possible, par un indicateur tel que nous le connaissons, le PIB par habitant, d'apprécier le développement et la soutenabilité de ce développement? Les indicateurs traditionnellement utilisés, comme le PIB et le PIB par habitant, ne nous le permettent pas. Nous avons donc envisagé d'autres indicateurs. Prenons par exemple le PIB vert. Il s'agit de calculer le PIB, mais d'en retrancher, d'en enlever les coûts liés à la dégradation de l'environnement. Cet indicateur est partiel, il n'est pas toujours efficace. Aussi, des indicateurs alternatifs ont été créés. Le plus utilisé est l'empreinte écologique. L'empreinte écologique est un indicateur qui évalue la surface nécessaire pour produire ce que nous consommons, pour notre alimentation, notre habitation, notre déplacement, etc. Et puis également pour absorber nos déchets. Cet indicateur est exprimé en hectares. Par exemple, actuellement, l'empreinte écologique moyenne d'un habitant de la planète est de 2,5 hectares. Cela veut dire que pour vivre, consommer, manger, se loger, se déplacer et également absorber ses déchets, un être humain sur la planète actuellement a besoin de 2,5 hectares. Or, la biocapacité de la planète est de 1,8 hectares par habitant. Autrement dit, pour maintenir notre niveau de consommation actuel, il nous faudrait 1,5 planète. Un Français a besoin de 4,6 hectares pour maintenir son niveau de vie, soit 2,5 planètes. Et un Américain de 9 hectares, soit 5 planètes. Il est clair que si la population mondiale adopte le mode de vie occidental, en l'état actuel des technologies, notre planète n'y survivra pas. Cet indicateur, vous l'avez compris, peut correspondre à une vision de soutenabilité forte. Pour l'heure, aucun indicateur ne semble satisfaisant. Aussi, souvent, ils sont utilisés ensemble dans ce qu'on appelle un tableau de bord, qui permet de mieux appréhender la situation globale. On y mélange PIB vert, empreinte écologique, etc., pour avoir une vision globale de la situation. Alors une question se pose maintenant, comment et par quel instrument intégrer cette dimension de développement durable? Comment un État peut mettre en œuvre une politique climatique pour préserver l'environnement? Les instruments pour mener à bien la politique climatique sont nombreux. On compte tout d'abord la réglementation. La réglementation, ce sont des normes, des règles, des lois qui sont imposées par les pouvoirs publics et qui fixent en matière d'environnement des limites de pollution que les agents économiques doivent respecter. Il peut s'agir par exemple de limiter les rejets de CO2 pour les voitures, il peut s'agir également d'encourager les ménages à isoler leur habitation, etc. Les réglementations ici est un instrument
les réglementations sont des instruments simples à mettre en œuvre, le législateur fixe les normes environnementales et, par les lois, contraint la population à les respecter. Mais cependant, elles se heurtent à quelques limites. La première limite, c'est qu'elles provoquent des inégalités. Certains agents économiques, les plus pauvres, devront fournir des efforts qui efforts qui ne sont pas forcément faciles pour eux, dans la mesure où leur revenu est faible. Par exemple, s'il y a une augmentation du prix de l'essence pour décourager les automobilistes, ce sont souvent ceux qui roulent dans des voitures les plus polluantes, les plus consommatrices qui seront touchés. Ou ce sont ceux qui ont besoin de leur véhicule pour se rendre au travail ou qui est leur outil de travail qui vont supporter l'essentiel du coût. Deuxièmement, elle n'est pas toujours incitative. La norme ne pousse pas les agents à mieux faire. Elle fixe un seuil, et si les entreprises par exemple atteignent ce seuil, ou si les habitants atteignent ce seuil, ils n'ont donc pas intérêt à poursuivre leurs efforts. Troisième problème, elle n'est pas toujours suivie d'effet. Les mesures adoptées ne sont pas toujours applicables. Par exemple, nous l'avons vu récemment, la restriction de la circulation en cas de pic de pollution à Paris ou dans des grandes villes comme Lyon n'a pas toujours été respectée. La circulation alternée, nous l'avons vu, un jour circulent les voitures immatriculées dont le dernier chiffre de l'immatriculation est un chiffre pair, un autre jour un chiffre impair. Or, nous l'avons vu, les automobilistes n'ont pas toujours respecté cette législation. Il est donc difficile de la faire suivre des faits. La réglementation environnementale française se construit pas à pas. On envisage des normes en matière d'isolation des habitations, des limitations de vitesse pour réduire le rejet de gaz à effet de serre, ou la pollution industrielle. Elle s'ajoute à la réglementation européenne et en cela, elle crée un vrai casse-tête juridique puisque les entreprises notamment se sentent particulièrement visées et pour elles, cela complique la gestion au quotidien. Deuxième instrument, l'instrument fiscal ou la taxation. Il s'agit de taxer les activités les plus polluantes ou de taxer les produits les plus polluants pour appliquer le principe du pollueur-payeur. L'idée, c'est que lorsqu'une activité ou une production ou une consommation crée des externalités négatives, c'est-à-dire, je vous le rappelle, nous l'avons déjà vu, des conséquences non désirées sur un agent économique, eh bien, c'est au pollueur de réparer la situation. La taxation est donc un prélèvement obligatoire qui est effectué par les administrations publiques et qui s'applique aux activités les plus polluantes. La création d'écotaxes a pour but de réduire la pollution en agissant sur les prix des produits polluants. Par exemple, en France, nous avons mis en place un bonus-malus écologique sur les voitures neuves. Si la voiture est polluante, elle va être taxée, c'est-à-dire que le consommateur va payer un malus à l'achat de cette voiture. Si au contraire, elle n'est pas polluante, c'est une voiture qui bénéficiera d'un bonus, donc d'une réduction de son prix. Les effets d'une taxe sont doublement positifs. Tout d'abord, elle entraîne un effet de substitution. Les consommateurs sont incités à acheter des produits écologiques en remplacement des produits polluants, dont les prix augmentent. Deuxièmement, elle entraîne une hausse des recettes fiscales. Par cette nouvelle taxe, l'État peut percevoir de nouvelles rentrées fiscales et il peut alors les utiliser pour réorienter les comportements. Par exemple, les affecter à des réductions d'impôts pour les panneaux solaires, l'achat de panneaux solaires ou pour la géothermie. Ce double effet positif crée ce qu'on appelle le double dividende de la fiscalité écologique. D'un côté, les consommations les plus polluantes diminuent. D'un autre côté, l'argent que l'État prélève sur ces biens polluants est affecté
est réaffecté à la consommation de biens non polluants. Troisième instrument, l'instrument des marchés de quotas d'émission. Le fonctionnement général. Il s'agit de créer un marché de quotas d'émission, ce qu'on appelle plus couramment marché de carbone, c'est-à-dire une bourse d'échange où l'on va pouvoir s'échanger des tonnes de CO2, des tonnes de carbone. Ce marché fonctionne comme les autres marchés en suivant la loi de l'offre et la demande. Le fonctionnement général repose sur des institutions marchandes, c'est-à-dire que les responsables d'émissions de carbone, le plus souvent ce sont les entreprises qui polluent, se voient attribuer tous les ans par l'État une quantité maximale de rejet de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle un quota ou permis d'émission. Ces entreprises, si elles n'arrivent pas, durant leur activité, à respecter leur quota, doivent en acheter sur le marché du carbone aux entreprises plus vertueuses qui ont réussi à moins polluer. De cette façon, s'opère un échange de tonnes de carbone. Une entreprise n'arrive pas à atteindre son quota, elle en rachète à celle plus vertueuse qui a réussi à produire de façon moins polluante. L'offre et la demande fixent alors le prix de cette tonne de carbone. Plus les entreprises sont vertueuses et plus elles offrent des tonnes de carbone, plus le prix va diminuer. Au contraire, plus elles sont polluantes et n'arrivent pas à maintenir leurs objectifs, plus le prix va augmenter puisque la demande de carbone augmentera. Ce dispositif a été mis en place lors du protocole de Kyoto. C'est ainsi que les pays se sont engagés à réduire leur rejet de gaz à effet de serre. Au niveau européen, a été mis en place un marché européen de quotas d'émissions qu'on appelle le système communautaire d'échange de quotas d'émissions. Un petit peu compliqué, CSEQE. Il rassemble l'ensemble des institutions industrielles européennes qui émettent du CO2 et fonctionne de la même façon. Le montant total des quotas est fixé par État. Chaque État se charge de le répartir entre ses installations, c'est-à-dire ses entreprises. On va alors appliquer le même principe. L'entreprise doit respecter son quota. Si elle ne respecte pas, elle doit acheter les tonnes de carbone supplémentaire, de pollution supplémentaire si vous préférez, sur le marché européen du carbone. Le problème, c'est que le prix de la tonne de carbone est resté très faible. À son installation, il coûtait 35 € en 2005. Aujourd'hui, il se situe entre 5 et même 4 € pour l'année 2016. Ce niveau est trop faible pour inciter les firmes à réaliser les efforts nécessaires pour produire de façon propre. Au contraire, elles ont tendance à marchandiser l'environnement, c'est-à-dire qu'elles préfèrent payer 5 € la tonne de carbone plutôt que d'investir dans des technologies plus propres. Alors qu'en est-il au niveau international? Où en est-on? Nous allons voir que la construction est lente et incertaine. La prise de conscience des dégâts environnementaux a débuté en 1972 avec le fameux rapport du Club de Rome, The Limit to Growth, en français, Halte à la croissance. Mais cela n'a pas été suivi d'effet jusqu'en 90. En 90, s'installe un groupe d'experts, le GIEC, Groupe international d'experts sur le climat, qui va déboucher en 97 sur la rédaction puis la signature du protocole de Kyoto. Il est alors décidé que les pays signataires s'engageraient à réduire pour la période 2008-2012 de 5,2% leur rejet de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Les pays signataires ayant ratifié le protocole ne représentaient alors que 40% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que les plus gros pollueurs comme les USA, l'Inde, la Chine n'avaient pas signé
ce protocole. Il se pose alors le problème du réchauffement climatique, puisque nous le savons, les gaz à effet de serre sont à l'origine de ce réchauffement climatique, partiellement, tout du moins. En 2009, le sommet de Copenhague, censé fixer des nouveaux objectifs de l'après-Kyoto, s'est soldé par un échec. Les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il a donc fallu renégocier lors de la conférence sur le climat d'Urban en Afrique du Sud, puis celle de Doha au Qatar en décembre 2012. Il a été décidé de prolonger le protocole de Kyoto pour une seconde période couvrant 2013-2020 et de se fixer à nouveau des objectifs de réduction de 5% des gaz à effet de serre. Seulement, lors de la signature de ce nouveau protocole, beaucoup de pays ont refusé d'y prendre part et seulement 20% des pays, ou plutôt les pays représentant 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ont signé. Cela laisse sceptique sur l'efficacité du nouvel accord, mais ceci dit, les pays se sont engagés à limiter l'augmentation de la température pour les années à venir, entre 1,5 et 2 degrés. Cet engagement a été repris en décembre 2015 lorsque la France a accueilli la COP21, qui était la 21e conférence sur le climat et la 11e réunion pour les parties au protocole de Kyoto. Tous ces pays donc se sont engagés à limiter le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés d'ici à 2100, mais il ne s'agit que d'un accord et l'engagement ferme se fait encore attendre. Alors pourquoi est-il si difficile de mettre en œuvre une politique climatique au niveau international? Cette application se heurte à un double problème. Premier problème, la réticence des pays développés. La crise économique que l'on connaît depuis la crise des subprimes a fait passer les préoccupations climatiques au second plan. Les pays les plus développés craignent une perte de compétitivité si elles intègrent une production verte. En effet, la production écologique suppose des coûts supplémentaires et dans ce contexte économique difficile, il est plus urgent pour les dirigeants de relancer l'activité et la croissance économique de leur pays plutôt que de lutter contre un risque environnemental qui finalement ne prendra effet que dans plusieurs décennies. On pense au présent bien plus qu'à l'avenir et cela risque de compromettre de nouveaux accords sur le climat. Deuxième problème, la réticence des pays en développement. En effet, la prise en compte du développement durable constitue à leurs yeux un frein à leur propre développement économique. Ils insistent sur la responsabilité historique et morale des pays développés, car pour eux, ce sont les pays développés qui, durant tout le 19e siècle, la révolution industrielle, tout le 20e siècle, ont largement été responsables de l'émission de gaz à effet de serre et plus globalement de la destruction de la planète. Il est un peu difficile aujourd'hui de leur demander d'être vertueux en la matière, alors que les pays développés ne se sont pas vraiment souciés jusque-là des ressources naturelles. Enfin, il est tout de même à noter qu'ils supportent l'essentiel des conséquences économiques de l'élévation des températures mondiales. C'est en Afrique, par exemple, que la température augmente le plus, où les pénuries alimentaires se font sentir et où la montée des eaux risque de jeter sur la route des millions de réfugiés climatiques. Alors, que faire? Le réchauffement climatique constituera sans doute un enjeu majeur du XXIe siècle. Si l'on veut que les générations futures soient en mesure de pouvoir répondre à leurs besoins, il est urgent de mettre en place une réelle politique climatique et pour cela, trouver les compromis nécessaires à l'installation d'une réglementation, d'une régulation internationale. Car c'est l'avenir de l'espèce humaine qui se joue ici, bien plus que celle de la planète qui pourra survivre sans l'homme. Alors au travail, jeunes gens.